phrase, ou plutôt la citation de Freud à Kéronta Movebo, eh bien, je voudrais placer au cours de cette année sous le signe d'une autre citation moins connue et qui a été faite par quelqu'un de moins connu, enfin moins connu d'une certaine façon, c'est l'homme d'État anglais Walpole qui disait à propos de sa propre manière de gouverner: quieta non movere, à ce qui reste tranquille, il ne faut pas toucher. Bon, c'est le contraire de Freud en un sens. Oui, alors je voudrais en fait cette année continuer un peu ce que j'avais commencé à vous dire l'année dernière, c'est-à-dire retracer l'histoire de ce qu'on pourrait appeler l'art de gouverner. Art de gouverner, vous vous souvenez dans quel sens je l'avais entendu, c'est-à-dire dans un sens très étroit, puisque le mot même de gouverner, je l'avais utilisé en laissant de côté toutes les 1000 manières, modalités et possibilités qui existent de guider les hommes, de diriger leur conduite, de contraindre leurs actions et leurs réactions, etc. J'avais donc laissé de côté tout ce qu'on entend d'ordinaire et tout ce qui a été entendu longtemps comme le gouvernement des enfants, le gouvernement des familles, le gouvernement d'une maison, le gouvernement des âmes, le gouvernement des communautés, etc. Et je n'avais pris, et cette année encore je ne prendrai en considération, que le gouvernement des hommes dans la mesure, et dans la mesure seulement, où il se donne comme exercice de la souveraineté politique. Mais si j'ai l'impression qu'une fois de plus, l'appareillage ne marche pas, ça siffle, hein. Bon. Qu'est-ce qu'on va faire ? Et comme ça marche mieux ? Oui, un peu. Oui. Parfait. Bon. Alors donc, gouvernement au sens étroit, mais art également, art de gouverner au sens étroit, puisque par art de gouverner, je n'entendais pas la manière dont effectivement les gouvernants ont gouverné. Je n'ai pas étudié, je ne veux pas étudier la pratique gouvernementale réelle telle qu'elle s'est développée en déterminant ici et là la situation concrète, les problèmes posés, les tactiques choisies, les instruments utilisés, forgés ou remodelés, etc. J'ai voulu étudier l'art de gouverner, c'est-à-dire la manière réfléchie de gouverner au mieux, et aussi, et en même temps, la réflexion sur la meilleure manière possible de gouverner. C'est-à-dire que j'ai essayé de saisir l'instance de la réflexion dans la pratique du gouvernement et sur la pratique du gouvernement. En un sens, si vous voulez, c'est la conscience de soi du gouvernement que j'ai voulu étudier. Et encore, ce mot de conscience de soi me gêne et je ne l'emploierai pas parce que j'aimerais mieux dire que ce que j'ai essayé et ce que je voudrais encore cette année essayer de ressaisir, c'est la manière dont, à l'intérieur et à l'extérieur du gouvernement, mais en quelque sorte, si vous voulez, au plus près, en tout cas, de la pratique gouvernementale, on a tenté de conceptualiser cette pratique qui consiste à gouverner. Je voudrais essayer de déterminer la manière dont on a établi le domaine de la pratique du gouvernement, les différents objets, ses règles générales, ses objectifs d'ensemble, afin de gouverner de la meilleure manière possible. En somme, et si vous voulez, l'étude de la rationalisation de la pratique gouvernementale dans l'exercice de la souveraineté politique. Ceci implique immédiatement un certain choix de méthode, sur lequel j'essaierai tout de même enfin de revenir un jour de façon plus longue, mais je voudrais tout de suite vous indiquer qu'en choisissant de parler ou de partir de la pratique gouvernementale, c'est bien sûr une manière tout à fait explicite de laisser de côté comme objet premier, primitif et tout donné,
un certain nombre de ces notions, comme par exemple le souverain, la souveraineté, le peuple, les sujets, l'État, la société civile, tous ces universaux avec lesquels aussi bien l'analyse sociologique que l'analyse historique, que l'analyse de la philosophie politique, tous ces universaux que ces différentes disciplines utilisent pour rendre compte effectivement de la pratique gouvernementale. Moi, je voudrais faire précisément l'inverse, c'est-à-dire partir de cette pratique telle qu'elle se donne, mais telle en même temps qu'elle se réfléchit et se rationalise, pour voir à partir de là comment peuvent effectivement se constituer un certain nombre de choses sur le statut desquelles il faudra bien sûr s'interroger, et qui sont l'État et la société, le souverain et les sujets, etc. Autrement dit, au lieu de partir des universaux pour en déduire des phénomènes concrets, ou plutôt que de partir des universaux comme grille d'intelligibilité obligatoire pour un certain nombre de pratiques concrètes, je voudrais partir de ces pratiques concrètes et passer en quelque sorte les universaux à la grille de cette pratique. Non pas qu'il s'agisse là de ce qu'on pourrait appeler une réduction historiciste. Laquelle réduction historiciste consisterait en quoi? Eh bien précisément, à partir de ces universaux tels qu'ils sont donnés, et à voir comment l'histoire, ou les module, ou les modifie, ou établit finalement leur non-validité. L'historicisme part de l'universel et le passe en quelque sorte à la râpe de l'histoire. Mon problème est tout inverse. Je pars de la décision à la fois théorique et méthodologique qui consiste à dire, supposons que les universaux n'existent pas, et je pose à ce moment-là la question à l'histoire et aux historiens, comment pouvez-vous écrire l'histoire si vous n'admettez pas, a priori, que quelque chose comme l'État, la société, le souverain, les sujets existent? C'était la même question que je posais lorsque je disais, non pas la folie existe-t-elle? Je vais examiner si l'histoire me renvoie quelque chose comme la folie. Non, elle ne me renvoie pas quelque chose comme la folie. Donc la folie n'existe pas. C'était pas ça le raisonnement. C'était pas ça la méthode de faire. La méthode consistait à dire, supposons que la folie n'existe pas, dès lors, quelle est donc l'histoire que l'on peut faire de ces différents éléments et de ces différentes pratiques qui apparemment s'ordonnent à ce quelque chose supposé qui est la folie? C'est donc exactement l'inverse de l'historicisme que je voudrais ici mettre en œuvre. Bon. Non pas donc interroger les universaux en utilisant comme méthode critique l'histoire, mais partir de la décision de l'inexistence des universaux pour demander quelle histoire on peut faire. Bon, je reviendrai là-dessus plus longuement ensuite. L'an dernier, vous vous souvenez, j'avais essayé de faire l'étude de l'un de ces épisodes, je crois, importants dans l'histoire du gouvernement. Cet épisode, c'était celui, en gros, de l'apparition et de la mise en place de ce qu'on appelait à l'époque la raison d'État, dans un sens infiniment plus fort, plus strict, plus rigoureux, plus ample aussi, que le sens qui a été donné ensuite à cette notion de raison d'État. Ce que j'avais essayé de repérer, c'était l'émergence d'un certain type de rationalité dans la pratique gouvernementale, un certain type de rationalité qui permettrait de régler la manière de gouverner sur quelque chose qui s'appelle l'État, et qui, par rapport à cette pratique gouvernementale, par rapport à ce calcul de la pratique gouvernementale, joue le rôle à la fois d'un donné,
puisqu'on ne gouvernera qu'un État qui se donne comme étant déjà là. On ne gouvernera que dans le cadre d'un État, c'est vrai, mais l'État sera en même temps un objectif à construire. L'État, c'est à la fois ce qui existe, mais ce qui n'existe encore pas assez. Et la raison d'État, c'est précisément une pratique, ou plutôt une rationalisation de pratique qui va se situer entre un État présenté comme donné et un État présenté comme à construire et à bâtir. L'art de gouverner doit alors fixer ses règles et rationaliser ses manières de faire en se proposant en quelque sorte pour objectif de faire passer à l'être le devoir-être de l'État. Le devoir-faire du gouvernement doit s'identifier au devoir. Le devoir-faire du gouvernement doit s'identifier au devoir-être de l'État. L'État tel qu'il est donné, eh bien, la ratio gouvernementale, c'est ce qui permettra, d'une manière réfléchie, raisonnée, calculée, de le faire passer à son maximum d'être. Qu'est-ce que c'est que gouverner? Eh bien, c'est rendre l'État. Vous le baissez? Non, je crois que c'est ce bouton-là. Bon, de toute façon, je vais... Bon, gouverner selon le principe de la raison d'État, c'est faire en sorte que l'État puisse être rendu solide et permanent, qu'il puisse être rendu riche, qu'il puisse être rendu fort en face de tout ce qui peut le détruire. C'est donc là... Oh merde. Ça tourne pas, non? C'est là? Oui, il y a un truc qui tourne. Et comme ça. Ah bah oui, vous n'entendez plus rien. Donc c'est ça. Bon, deux mots sur... Bon, deux mots sur ce que j'avais essayé donc de dire l'an dernier pour résumer un petit peu le cours de l'année dernière. Bon, je voudrais insister sur deux ou trois points. Premièrement, vous vous souvenez, ce qui caractérise cette nouvelle rationalité gouvernementale appelée raison d'État, qui s'était constituée en gros au cours du XVIe siècle, qui caractérisait d'abord ce nouveau type de rationalité, c'est que l'État y était défini et découpé comme une réalité à la fois spécifique et autonome, ou du moins relativement autonome. C'est-à-dire que le gouvernant de l'État doit bien sûr respecter un certain nombre de principes et de règles qui surplombent ou dominent l'État et qui sont par rapport à l'État extérieur. Le gouvernant de l'État, eh bien, il doit respecter les lois divines, il doit respecter les lois morales, il doit respecter les lois naturelles, autant de lois qui ne sont pas homogènes à l'État, autant de lois qui ne sont pas intrinsèques à l'État. Mais, tout en respectant ces lois divines, morales et naturelles, le gouvernant a tout autre chose à faire que d'assurer le salut dans l'au-delà de ses sujets. Alors que vous voyez couramment au Moyen-Âge le rôle du souverain comme étant défini comme quelqu'un qui doit aider ses sujets à faire leur salut dans l'au-delà.
Désormais, le gouvernant de l'État n'a plus à se préoccuper du salut de ses sujets dans l'au-delà, au moins de façon directe. Il n'a pas non plus à étendre sa bienveillance paternelle sur ses sujets et à établir entre eux des rapports de père à enfant, alors qu'au Moyen-Âge, le rôle paternel du souverain était toujours très appuyé et très marqué. L'État, autrement dit, n'est ni une maison, ni une église, ni un empire. L'État est une réalité spécifique et discontinue. L'État n'existe que pour lui-même et par rapport à lui-même, quel que soit le système d'obédience qu'il doit à d'autres systèmes comme la nature ou comme Dieu. L'État n'existe que par lui-même et pour lui-même, et il n'existe qu'au pluriel, c'est-à-dire qu'il n'a pas, dans un horizon historique plus ou moins proche ou lointain, à se fondre ou à se soumettre à quelque chose comme à une structure impériale qui serait en quelque sorte une théophanie de Dieu dans le monde, théophanie qui conduirait les hommes en une humanité enfin réunie jusqu'au bord de la fin du monde. Il n'y a pas donc d'intégration de l'État à l'Empire. L'État n'existe que comme les États au pluriel. Spécificité et pluralité de l'État. Cette spécificité plurielle de l'État, bien, j'avais essayé d'autre part de vous montrer qu'elle avait pris corps dans un certain nombre de manières précises de gouverner, à la fois manière de gouverner et institutions corrélatives à ces manières. Premièrement, du côté économique, eh bien, c'était le mercantilisme, c'est-à-dire une forme de gouvernement. Le mercantilisme n'est pas une doctrine économique, c'est bien plus, c'est bien autre chose qu'une doctrine économique. Le mercantilisme, c'est une certaine organisation de la production et des circuits commerciaux, selon le principe que, premièrement, l'État doit s'enrichir par l'accumulation monétaire, deuxièmement, qu'il doit se renforcer par l'accroissement de la population, troisièmement, qu'il doit se trouver et se maintenir dans un état de concurrence permanent avec les puissances étrangères. Voilà pour le mercantilisme. Deuxième façon pour le gouvernement, selon la raison d'État, de s'organiser, de prendre corps dans une pratique, eh bien c'est la gestion intérieure, c'est-à-dire ce qu'on appelait à l'époque la police. La police, c'est-à-dire la réglementation indéfinie du pays selon le modèle d'une organisation urbaine serrée. Enfin, troisièmement, aménagement d'une armée permanente et d'une diplomatie également permanente, organisation, si vous voulez, d'un appareil permanent diplomatico-militaire qui a pour objectif de maintenir la pluralité des États hors de toute absorption impériale et de telle manière qu'un certain équilibre puisse s'établir entre eux sans que finalement des unifications de type impérial puissent se faire à travers l'Europe. Mercantilisme donc, État de police d'autre part, balance européenne, c'est tout cela qui a été le corps concret de cet art nouveau de gouverner qui s'ordonnait au principe de la raison d'État. Ce sont trois manières, solidaires d'ailleurs les unes des autres, pour gouverner selon une rationalité qui a pour principe et pour domaine d'application l'État. Et c'est là où j'ai essayé de vous montrer que l'État, loin d'être une espèce de donnée historico-naturelle qui se développerait par son propre dynamisme comme un monstre froid dont la semence aurait été jetée à un moment donné dans l'histoire qui petit à petit grignoterait, l'État ce n'est pas cela, l'État ce n'est pas un monstre froid, c'est le corrélatif d'une certaine manière de gouverner. Et le problème est de savoir comment se développe cette manière de gouverner, quelle est son histoire, comment elle gagne, comment elle rétrécit, comment elle s'étend à tel domaine, comment elle
invente, forme, développe de nouvelles pratiques, c'est ça le problème, et non pas de faire de l'histoire sur la scène d'un guignol, une sorte de gendarme qui viendrait assommer les différents personnages de l'histoire. Plusieurs remarques à ce sujet. D'abord ceci. Dans cet art de gouverner, ordonné à la raison d'État, il y a un trait que je pense tout à fait caractéristique et important pour comprendre la suite. C'est ceci. C'est que, vous le voyez, l'État, ou plutôt le gouvernement selon la raison d'État, se donne comme principe dans sa politique étrangère, disons dans ses rapports avec les autres États, il se donne un objectif qui est un objectif limité, à la différence de ce qui avait été finalement l'horizon, le projet, le désir, comme vous voulez, de la plupart des gouvernants et des souverains du Moyen-Âge, à savoir se placer à l'égard des autres États dans cette position impériale qui lui donnerait à la fois dans l'histoire et dans la théophanie un rôle décisif. En revanche, avec la raison d'État, on admet que chaque État a ses intérêts, qu'il a par conséquent à défendre et à défendre absolument ses intérêts, mais que son objectif ne doit pas être de rejoindre à la fin des temps la position unificatrice d'un empire total et global. Il n'a pas à rêver d'être un jour l'empire du dernier jour. Chaque État doit s'auto-limiter dans ses propres objectifs, assurer son indépendance et un certain état de ses forces qui lui permettent de n'être jamais en état d'infériorité, soit par rapport à l'ensemble des autres pays, soit par rapport à ses voisins, soit par rapport au plus fort de tous les autres pays. Ça, ce sont différentes théories de la balance européenne à l'époque, peu importe, mais de toute façon, c'est bien cette auto-limitation externe qui caractérise la raison d'État telle qu'elle se manifeste dans la formation des appareils diplomatico-militaires du XVIIe siècle. Du traité de Westphalie à la guerre de 7 ans, ou disons aux guerres révolutionnaires qui, elles, vont introduire une dimension tout à fait différente, cette politique diplomatico-militaire va s'ordonner au principe de l'auto-limitation de l'État, au principe de la concurrence nécessaire et suffisante entre les différents États. En revanche, dans l'ordre de ce qu'on pourrait appeler maintenant, de ce qu'on appellerait maintenant la politique intérieure, l'état de police, qu'est-ce qu'il implique? Eh bien, il implique justement un objectif, ou une série d'objectifs qu'on pourrait dire illimités, puisqu'il s'agit précisément, dans l'état de police, il s'agit pour ceux qui gouvernent, de prendre en compte et de prendre en charge l'activité, non seulement des groupes, non seulement des différents États, je veux dire des différents types d'individus avec leur statut particulier. Non pas simplement de prendre en charge cela, mais de prendre en charge l'activité des individus jusque dans leur grain le plus ténu. Dans les grands traités de police du XVIIe et du XVIIIe siècle, tous ceux qui collationnent les différents règlements, qui essaient de les systématiser, sont bien d'accord sur ceci, et ils le disent en termes exprès. L'objet de la police est un objet quasi infini. C'est-à-dire que, en tant que puissance indépendante, en face des autres puissances, celui qui gouverne selon la raison d'État a des objectifs limités. En revanche, en tant qu'il a à gérer une puissance publique qui règle le comportement des sujets, celui qui gouverne a un objectif illimité. La concurrence entre États
est précisément le point charnière entre ces objectifs limités et ces objectifs illimités. Car c'est précisément pour pouvoir entrer en concurrence avec les autres États, c'est-à-dire se maintenir dans un certain état d'équilibre toujours déséquilibré, d'équilibre concurrentiel avec les autres États, que celui qui gouverne va imposer à ses sujets, à leur activité économique, à leur production, au prix qu'ils vont vendre les marchandises, au prix auquel ils vont les acheter, etc., etc. C'est à cause de cela, de ces exigences d'une concurrence qui doit maintenir l'État en une certaine situation de force par rapport aux autres. C'est à cause de cela que tout devra être réglementé à l'intérieur de l'État. La limitation de l'objectif international du gouvernement selon la raison d'État, c'est illimitation à pour corrélatif, non plutôt la limitation dans les rapports internationaux a pour corrélatif l'illimitation dans l'exercice de l'état de police. Bon. Deuxième remarque que je voudrais faire sur ce fonctionnement de la raison d'État au XVIIe et au début du XVIIIe siècle, c'est ceci. C'est que bien sûr, l'objet l'objet intérieur sur lequel va s'exercer le gouvernement selon la raison d'État, ou si vous voulez, l'état de police, est bien dans ses objectifs illimités. Cependant, ça ne veut pas dire du tout qu'il n'y a pas un certain nombre de mécanismes de compensation, ou plutôt un certain nombre de positions à partir desquelles on va essayer d'établir une borne, une frontière à cet objectif illimité qui est prescrit à la raison, à l'état de police par la raison d'État. Il y a eu bien des manières de rechercher une limite à la raison d'État, du côté de la théologie bien sûr. Mais je voudrais insister sur un autre principe de limitation de la raison d'État à cette époque-là, qui est le droit. En effet, il s'est passé quelque chose de curieux. C'est que pendant tout le Moyen-Âge, au fond, la croissance du pouvoir royal, elle s'est faite à partir de quoi? À partir, bien sûr, de l'armée. Elle s'est faite aussi à partir des institutions judiciaires. C'est comme clé de voûte d'un État de justice, comme clé de voûte d'un système de justice, doublé bien sûr d'un système armé, que le roi avait peu à peu limité et réduit les jeux complexes des pouvoirs féodaux. La pratique judiciaire avait été, si vous voulez, le multiplicateur du pouvoir royal pendant tout le Moyen-Âge. Or, lorsque va se développer, à partir du XVIe et surtout du début du XVIIe siècle, cette nouvelle rationalité gouvernementale, eh bien, le droit va servir au contraire de point d'appui à toute personne qui voudra, d'une manière ou d'une autre, limiter cette extension indéfinie d'une raison d'État prenant corps dans un État de police. La théorie du droit et des institutions judiciaires vont servir maintenant non plus de multiplicateurs, mais au contraire de soustracteurs au pouvoir royal. Et c'est ainsi qu'on va voir à partir du XVIe siècle, et pendant tout le XVIIe, se développer toute une série de problèmes, de polémiques, de batailles politiques, autour, par exemple, des théories des lois fondamentales du royaume. Ces lois fondamentales du royaume que les juristes vont objecter, en quelque sorte, à la raison d'État, en disant qu'aucune pratique gouvernementale, aucune raison d'État ne peut justifier qu'on les remette en question. Elles sont là avant, en quelque sorte, l'État, puisqu'elles sont constitutives de l'État, et par conséquent, aussi absolu que soit le pouvoir du roi, il ne doit pas, disent les juristes, ou du moins disent un certain nombre de juristes, toucher à ces lois fondamentales. Le droit ainsi, le droit constitué par ces lois fondamentales apparaît ainsi hors de la raison d'État et comme principe de ces limitations. Vous avez aussi la théorie du droit naturel et des droits naturels,
que l'on fait valoir comme droit imprescriptible et qu'aucun souverain, en tout état de cause, ne peut transgresser. Vous avez encore la théorie du contrat, passé entre les individus pour constituer un souverain. Contrat qui comporte un certain nombre de clauses auxquelles le souverain devrait bien se plier, puisque précisément, c'est au terme de ce contrat et des clauses qui ont été formulées dans ce contrat que le souverain devient le souverain. Vous avez encore, en Angleterre d'ailleurs plus qu'en France, la théorie de l'accord qui se passe entre le souverain et les sujets pour constituer précisément un État et au terme duquel le souverain s'est engagé à faire et à ne pas faire un certain nombre de choses. Donc vous avez aussi tout le pan de cette réflexion historico-juridique dont je vous parlais il y a 2 ou 3 ans, je ne me souviens plus, et dans laquelle on essayait de faire valoir que historiquement le pouvoir royal avait longtemps été loin d'être un gouvernement absolu, que la raison qui régnait, qui s'était établie entre le souverain et ses sujets n'était pas du tout la raison d'État, mais beaucoup plutôt une sorte de transaction entre, par exemple, la noblesse et le chef militaire qu'elle avait chargé d'assumer pendant tant de guerre et peut-être un peu après les fonctions de chef. Et ce serait de cela, de cette espèce de situation de droit primitive, que le roi serait sorti, abusant ensuite de la situation pour renverser ces lois historiquement originaires qu'il faudrait maintenant retrouver. Bref, de toute façon, ces discussions autour du droit, la vivacité de ces discussions, le développement intense d'ailleurs de tous les problèmes et théories de ce qu'on pourrait appeler le droit public, la réapparition de ces thèmes des droits naturels, des droits originaires, du contrat, etc., la réapparition de ces thèmes qui avaient été formulés au Moyen-Âge dans un tout autre contexte, eh bien, tout ceci est en quelque sorte l'envers et la conséquence de cette nouvelle, et la réaction contre cette nouvelle manière de gouverner qui s'établissait à partir de la raison d'État. En fait, le droit, les institutions judiciaires qui avaient été intrinsèques au développement du pouvoir royal, voilà que maintenant ils deviennent en quelque sorte extérieurs et comme exorbitants par rapport à l'exercice d'un gouvernement selon la raison d'État. Ce n'est pas étonnant que tous ces problèmes de droit, vous les voyez toujours formulés en première instance au moins par ceux qui s'opposent au système nouveau de la raison d'État. C'est en France par exemple les parlementaires, c'est les protestants, ce sont les nobles qui eux se réfèrent plutôt à l'aspect historico-juridique. En Angleterre, ça a été la bourgeoisie contre la monarchie absolue des Stuarts. Ça a été les dissidents religieux à partir du milieu, même du début du XVIIe siècle. Bref, c'est toujours du côté de l'opposition que l'on fait objection de droit à la raison d'État et que par conséquent, on fait jouer la réflexion juridique, les règles de droit, l'instance du droit contre la raison d'État. Le droit public, disons d'un mot, est oppositionnel au XVIIe et au XVIIIe siècle, même si, bien sûr, un certain nombre de théoriciens favorables au pouvoir royal reprennent pour eux le problème et essaient de d'intégrer les questions de droit, l'interrogation du droit à la raison d'État et à sa justification. En tout cas, si vous voulez, il y a une chose, je pense, à retenir. C'est que, même s'il est vrai que la raison d'État formulée, manifestée comme état de police, incarnée dans l'état de police, même si cette raison d'État a des objectifs illimités, il y a eu perpétuelle tentative au XVIe et au XVIIe siècle de la limiter, et cette limitation, ce principe, cette raison de limitation de la raison d'État, on la trouve du côté de la raison juridique. Mais vous voyez bien que c'est une
limitation externe. D'ailleurs, les juristes le savent bien, que leur question de droit est extrinsèque à la raison d'État, puisqu'ils définissent la raison d'État comme précisément ce qui est exorbitant au droit. Limite de droit extérieure à l'État, à la raison d'État, cela veut dire, premièrement, que les limites que l'on essaie de poser à la raison d'État sont des limites qui viennent de Dieu, ou qui ont été posées une fois pour toutes à l'origine, ou qu'elles ont été formulées dans une histoire lointaine. Dire qu'elles sont extrinsèques à la raison d'État, cela veut dire aussi qu'elles ont un fonctionnement en quelque sorte purement limitatif, dramatique, puisque, au fond, on n'objectera le droit à la raison d'État que lorsque la raison d'État aura franchi ses limites de droit, et c'est à ce moment-là que le droit pourra définir le gouvernement comme illégitime, pourra lui objecter ses usurpations, et à la limite même délier les sujets de leur devoir d'obéissance. Bon, voilà en gros, si vous voulez, comment j'avais essayé de caractériser cette manière de gouverner que l'on appelle la raison d'État. Alors je voudrais maintenant me situer à peu près au milieu du XVIIIe siècle, à peu près, sous la réserve que je vous dirai tout à l'heure, à cette époque où Walpole disait « Quieta non movere », à ceux qui restent tranquilles, il ne faut pas toucher. Je voudrais me situer à peu près à cette époque, et là, je crois qu'on est bien obligé de constater une transformation importante qui va, je pense, caractériser d'une manière générale ce qu'on pourrait appeler la raison gouvernementale moderne. Cette transformation, elle consiste en quoi? Eh bien, d'un mot, elle consiste dans la mise en place d'un principe de limitation de l'art de gouverner, d'un principe de limitation qui ne lui soit plus extrinsèque, comme l'était le droit au XVIIe siècle, qui va lui être intrinsèque. Régulation interne de la rationalité gouvernementale. D'une façon générale et d'une façon abstraite, qu'est-ce que c'est que cette régulation interne? Enfin, comment est-ce que l'on peut l'entendre avant, si vous voulez, toute forme historique précise et concrète? Qu'est-ce que peut être une limitation interne de la rationalité gouvernementale? Premièrement, cette régulation sera une régulation, une limitation de fait. De fait, c'est-à-dire que ça ne sera pas une limitation de droit, même si le droit se trouvera dans l'obligation un jour ou l'autre de la transcrire en forme de règle à ne pas transgresser. En tout cas, dire que c'est une limitation de fait, ça veut dire que si jamais le gouvernement vient à bousculer cette limitation, à franchir ces frontières qui lui sont posées, eh bien, il ne sera pas pour autant illégitime. Il n'aura pas, en quelque sorte, abandonné sa propre essence. Il ne se trouvera pas déchu de ses droits fondamentaux. Dire qu'il y a une limitation de fait de la pratique gouvernementale voudra dire que le gouvernement qui méconnaît cette limitation, eh bien, sera simplement un gouvernement, encore une fois, non pas illégitime, non pas usurpateur, mais un gouvernement, eh bien, maladroit, un gouvernement inadapté, un gouvernement qui ne fait pas ce qui convient. Deuxièmement, l'imitation intrinsèque de l'art de gouverner veut dire que c'est une limitation qui, tout en étant de fait, n'en est pas moins générale. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de sorte de conseil de prudence qui, dans telle ou telle circonstance, indiquerait ce qu'il vaut mieux ne pas faire, qui indiquerait simplement que dans telles et telles circonstances, il vaut mieux s'abstenir que d'intervenir. Non.
régulation interne veut dire qu'il y a bien une limitation qui, tout en étant de fait, est générale, c'est-à-dire qui, en tout état de cause, suit un tracé relativement uniforme en fonction de principes qui sont toujours valables à travers toutes les circonstances, et le problème sera précisément de définir cette limite à la fois générale et de fait que le gouvernement devra s'imposer à lui-même. Troisièmement, limitation interne veut dire que cette limitation, on ne va pas en chercher le principe, puisque précisément il faut savoir sur quoi s'appuie cette généralité. On ne va pas en chercher le principe du côté de quelque chose qui serait, par exemple, des droits de nature prescrits par Dieu à tous les hommes, du côté d'une écriture révélée, du côté même de la volonté des sujets qui ont accepté à un moment donné d'entrer en société. Non, cette limitation, il faut en chercher le principe, non pas du côté de ce qui est extérieur au gouvernement, mais de ce qui est intérieur à la pratique gouvernementale. C'est-à-dire qu'il faudra en chercher le principe du côté des objectifs du gouvernement. Et cette limitation, elle se présentera alors comme étant un des moyens, et peut-être le moyen fondamental, d'atteindre précisément ces objectifs. Pour atteindre ces objectifs, il faut peut-être limiter l'action gouvernementale. La raison gouvernementale n'a pas à respecter ses limites parce qu'il y a quelque part, en dehors d'elle, avant l'État, autour de l'État, un certain nombre de limites définitivement posées. Non, pas du tout. La raison gouvernementale devra respecter ses limites dans la mesure où elle peut les calculer de son propre chef en fonction de ses objectifs et comme meilleur moyen de les atteindre. Quatrièmement, cette limitation de fait générale qui s'opère en fonction même de la pratique gouvernementale, eh bien cette limitation, elle va établir bien sûr un partage entre ce qu'il faut faire et ce qu'il convient de ne pas faire. Elle va marquer la limite d'une action gouvernementale, mais cette limite, elle ne va pas être tracée dans les sujets, dans les individus sujets que le gouvernement dirige. C'est-à-dire qu'on ne va pas essayer de déterminer quelle est chez les sujets la part qui doit être soumise à son action et la part de liberté qui est définitivement et une fois pour toutes réservée. Autrement dit, cette raison gouvernementale ne clive pas les sujets entre une part de liberté réservée absolument et une part de soumission imposée ou consentie. En fait, le partage ne va pas s'établir dans les individus, dans les hommes, dans les sujets, elle va s'établir dans le domaine même de la pratique gouvernementale, ou plutôt dans la pratique gouvernementale elle-même, entre les opérations qui peuvent être faites et celles qui ne peuvent pas être faites. Autrement dit, entre les choses à faire et les moyens employés pour les faire, d'une part, et les choses à ne pas faire. Le problème n'est donc pas où sont les droits fondamentaux et comment est-ce que les droits fondamentaux partagent le domaine de la gouvernementalité possible et le domaine de la liberté fondamentale. La ligne de partage va s'établir entre deux séries de choses que les théoriciens du XVIIIe et du XIXe siècle essaieront d'établir d'ailleurs en liste, et Bentham a d'ailleurs, dans un de ses textes les plus importants sur lesquels j'essaierai de revenir, établi cette liste. Le partage se fait entre agenda et non-agenda, les choses à faire et les choses à ne pas faire. Cinquièmement, cette limitation, qui est donc une limitation de fait, une limitation générale, une limitation en fonction des objectifs du gouvernement, une limitation qui ne partage pas les sujets, mais les choses à faire. Eh bien, cette limitation interne, il est bien évident que ce ne sont pas ceux qui gouvernent
qui, en toute souveraineté et en toute raison, vont décider eux-mêmes de ce qui est à faire et à ne pas faire. Mais dans la mesure où le gouvernement des hommes est une pratique qui n'est pas imposée par ceux qui gouvernent à ceux qui sont gouvernés, et c'est une pratique qui fixe la définition et la position respective des gouvernés et des gouvernants les uns en face des autres et par rapport aux autres, régulation interne voudra dire que cette limitation n'est imposée exactement ni par un côté ni par l'autre, ou en tout cas n'est pas imposée globalement, définitivement et totalement par un côté ou par l'autre, mais qu'elle s'établit par, je dirais, transaction au sens très large du mot transaction, c'est-à-dire action entre, c'est-à-dire par toute une série de conflits, d'accords, de discussions, de concessions réciproques, toutes péripéties, qui ont pour effet d'établir finalement dans la pratique de gouverner un partage de fait, un partage général, un partage rationnel entre ce qui est à faire et ce qui est à ne pas faire. D'un mot, disons, et tu ne peux pas, ou tu dois et tu ne dois pas, mais elle va opposer au tu dois faire ceci, le tu dois ne pas faire cela. Et elle fait dériver le tu dois faire ceci et tu dois ne pas faire cela d'une seule et même rationalité. Eh bien, disons qu'on entre là, vous voyez trop bien, dans un âge qui est celui de la raison gouvernementale critique. Cette raison gouvernementale critique, ou cette critique interne de la raison gouvernementale, vous voyez bien qu'elle ne va plus tourner autour de la question du droit, qu'elle ne va plus tourner autour de la question de l'usurpation et de la légitimité du souverain, etc. Elle ne va plus avoir cette espèce d'allure pénale qu'avait encore le droit public au XVIe ou au XVIIe siècle, quand il disait si le souverain franchit cette loi, alors il doit être puni ou par une sanction d'illégitimité. Toute cette question de la raison gouvernementale critique va tourner autour du comment ne pas trop gouverner. Ce n'est plus l'abus de la souveraineté que l'on va objecter, c'est l'excès du gouvernement. Et c'est à l'excès du gouvernement, ou à la délimitation en tout cas de ce qui serait excessif pour un gouvernement, que l'on va pouvoir mesurer la rationalité de la pratique gouvernementale. Bon, eh bien, cette transformation, je crois, fondamentale dans les rapports entre droit et pratique gouvernementale. Cette émergence d'une limitation interne de la raison gouvernementale. Eh bien, je vous ai dit, après l'avoir caractérisé, ou plutôt avant de l'avoir caractérisé d'une manière abstraite, qu'elle se situait, qu'elle était repérable, en gros, autour du milieu du XVIIIe siècle. Qu'est-ce qui en a permis l'émergence? Comment est-ce que ça s'est fait? Bien sûr, il faudrait prendre en compte, et j'y reviendrai au moins partiellement par la suite, toute une transformation d'ensemble, mais je voudrais là, aujourd'hui, simplement indiquer quel est l'instrument intellectuel, quelle est la forme de calcul et de rationalité qui a pu ainsi permettre l'autolimitation d'une raison gouvernementale comme autorégulation de fait générale, intrinsèque aux opérations même du gouvernement et qui puisse être objet de transactions indéfinies. Eh bien, c'est l'instrument intellectuel, le type de calcul, la forme de rationalité qui permet ainsi à la raison gouvernementale de s'auto-limiter. Bon, encore une fois, ce n'est pas le droit. Qu'est-ce que ça va être à partir du milieu du XVIIIe siècle? Eh bien, évidemment, l'économie politique. Économie politique, les équivoques même du mot et de son sens à cette époque-là indiquent d'ailleurs
De quoi fondamentalement il était question dans tout cela, puisque vous savez bien que l'expression d'économie politique, vous la voyez entre 1750 et 1810-1820, osciller entre différents pôles sémantiques. Tantôt il s'agit, à travers cette expression, de viser une certaine analyse stricte et limitée de la production et de la circulation des richesses, mais par économie politique, on entend aussi d'une façon plus large et, si vous voulez, plus pratique aussi, toute méthode de gouvernement susceptible d'assurer la prospérité d'une nation, et finalement, par économie politique, c'est d'ailleurs le mot que vous trouvez utilisé par Rousseau dans son fameux article L'économie politique de l'encyclopédie. L'économie politique, c'est une sorte de réflexion générale sur l'organisation, la distribution et la limitation des pouvoirs dans une société. L'économie politique, je crois que c'est fondamentalement ce qui a permis d'assurer l'auto-limitation de la raison gouvernementale. Pourquoi et comment l'économie politique a-t-elle permis cela? Là encore, j'entrerai un peu plus dans les détails par la suite. Je voudrais simplement vous indiquer un certain nombre de points qui sont, je crois, indispensables pour comprendre l'ensemble des choses dont je voudrais vous parler cette année. Eh bien, premièrement, l'économie politique, à la différence justement de la pensée juridique du XVIe ou du XVIIe siècle, elle ne s'est pas développée à l'extérieur de la raison d'État. Elle ne s'est pas développée contre la raison d'État. Et pour la limiter, au moins en première instance, elle s'est au contraire, l'économie politique, formée dans le cadre même des objectifs que la raison d'État avait fixés à l'art de gouverner. Car après tout, là, l'économie politique, elle se propose quels objectifs? Bien, elle se propose comme objectif l'enrichissement de l'État. Elle se propose pour objectif la croissance simultanée, corrélative et convenablement ajustée de la population d'une part et des subsistances de l'autre. L'économie politique, elle se propose quoi? Eh bien, d'assurer de façon convenable et ajustée et toujours gagnante la concurrence entre les États. L'économie politique, elle se propose justement le maintien d'un certain équilibre entre les États pour que précisément la concurrence puisse avoir lieu. C'est-à-dire qu'elle reprend très exactement les objectifs qui étaient ceux de la raison d'État et que l'État de police, que le mercantilisme, que la balance européenne avaient essayé de réaliser. Donc l'économie politique va se loger en première instance à l'intérieur même de cette raison gouvernementale que le XVIe et le XVIIe siècle avaient définie. Deuxièmement, et dans cette mesure-là, si vous voulez, elle ne va pas du tout avoir cette position d'extériorité qu'avait la pensée juridique. Deuxièmement, l'économie politique ne se propose pas du tout comme une objection externe à la raison d'État et à son autonomie politique, puisque, et c'est là un point qui sera historiquement important, la première conséquence de la politique, de la première réflexion économique qui ait existé dans l'histoire de la pensée européenne, eh bien, ça sera précisément une conséquence qui va tout à l'encontre de ce qu'avaient voulu les juristes. Ce sera une conséquence c'est une conséquence qui conclut à la nécessité d'un despotisme total. La première économie politique, c'est bien entendu celle des physiocrates, et vous savez que les physiocrates, j'y reviendrai par la suite, ont, à partir même de leur analyse économique, conclu que le pouvoir politique devait être un pouvoir sans limitation externe, sans contrepoids externe, sans frontières venues d'autre chose que de lui-même, et c'est cela qu'ils ont appelé le despotisme. Le despotisme, c'est un gouvernement économique, mais qui n'est inséré, qui n'est dessiné dans ses frontières par rien d'autre qu'une économie qu'il a lui-même définie et qu'il contrôle lui-même totalement. Despotisme absolu et par conséquent
dans cette mesure-là, vous voyez là aussi que la ligne de pente qui avait été dessinée par la raison d'État n'est pas inversée par l'économie politique, au moins en première instance, au moins à ce niveau-là, et que l'économie politique peut apparaître comme étant dans la droite file d'une raison d'État qui donnait au monarque un pouvoir total et absolu. Troisièmement, l'économie politique, eh bien, précisément, elle réfléchit sur quoi? Elle analyse quoi? Non pas quelque chose comme des droits antérieurs qui auraient été inscrits soit dans la nature humaine, soit dans l'histoire d'une société donnée. L'économie politique, elle réfléchit sur des pratiques gouvernementales elles-mêmes, et ces pratiques gouvernementales, elle ne les interroge pas en droit pour savoir si elles sont légitimes ou pas. Elle les envisage non pas du côté de leur origine, mais du côté de leurs effets. En se demandant, par exemple, non pas qu'est-ce qui autorise un souverain à lever des impôts, mais tout simplement, quand on lève un impôt, quand on lève cet impôt à ce moment déterminé, sur telle catégorie de personnes ou sur telle catégorie de marchandises, qu'est-ce qui va arriver? Peu importe que ce droit soit légitime ou pas en termes de droit, le problème est de savoir quel effet il a, et si les effets sont négatifs, c'est à ce moment-là que l'on dira que l'impôt en question est illégitime, ou en tout cas qu'il n'a pas de raison d'être. Mais en tout cas, c'est toujours à l'intérieur même de ce champ de la pratique gouvernementale, et en fonction de ses effets, non en fonction de ce qui pourrait le fonder en droit, que la question économique va être posée. Quels sont les effets réels de la gouvernementalité au terme même de son exercice, et non pas quels sont les droits originaires qui peuvent fonder cette gouvernementalité. C'est la troisième raison pour laquelle l'économie politique a pu, dans sa réflexion, dans sa rationalité nouvelle, prendre place, si vous voulez, à l'intérieur même de la pratique et de la raison gouvernementale établie à l'époque précédente. Quatrième raison, c'est que, en répondant à ce type de questions, l'économie politique a fait apparaître l'existence de phénomènes, de processus et de régularités qui ont ceci, c'est qu'ils se produisent nécessairement en fonction de mécanismes intelligibles, que ces mécanismes intelligibles et nécessaires, bien sûr, ils peuvent être contrariés par certaines formes de gouvernementalité, par certaines pratiques gouvernementales, ils peuvent être contrariés, ils peuvent être brouillés, ils peuvent être obscurcis, mais de toute façon, on ne les évitera pas. On ne pourra pas les suspendre totalement et définitivement. De toute façon, ils feront retour sur la pratique gouvernementale. Autrement dit, ce que l'économie politique découvre, ce n'est pas des droits naturels antérieurs à l'exercice de la gouvernementalité. Ce qu'il découvre, c'est une certaine naturalité propre à la pratique même du gouvernement. Il y a une nature propre aux objets de l'action gouvernementale. Il y a une nature propre à cette action gouvernementale elle-même, et c'est cela que va étudier l'économie politique. Cette notion du naturel et de la nature va donc entièrement basculer autour de l'apparition de l'économie politique. La nature n'est pas pour l'économie politique une région réservée et originaire sur laquelle l'exercice du pouvoir ne devrait pas avoir prise, sauf à être illégitime. La nature, c'est quelque chose qui court sous, à travers, dans l'exercice même de la gouvernementalité. C'en est, si vous voulez, l'hypoderme indispensable. C'est l'autre face de quelque chose dont la face visible pour les gouvernants, eh bien, c'est leur propre action. Leur propre action a un dessous, ou plutôt, elle a une autre face, et cette autre face de la gouvernementalité, eh bien, c'est cela précisément qu'étudie dans sa nécessité
propre l'économie politique. Non pas arrière-fond, mais corrélatif perpétuel. C'est ainsi, par exemple, que c'est une loi de nature, expliqueront les économistes, que la population, par exemple, se déplace vers les salaires les plus élevés. C'est une loi de nature que tel tarif douanier, protecteur des hauts prix de subsistance, va entraîner fatalement quelque chose comme une disette. Enfin, dernier point qui explique comment et pourquoi l'économie politique a pu se présenter comme forme première de cette nouvelle ratio gouvernementale autolimitative, c'est que s'il y a une nature qui est propre à la gouvernementalité, à ses objets et à ses opérations, eh bien cela a pour conséquence que la pratique gouvernementale ne pourra faire ce qu'elle a à faire qu'en respectant cette nature. Si elle vient à bousculer cette nature, si elle vient à n'en pas tenir compte ou aller à l'encontre des lois qui ont été fixées par cette naturalité propre aux objets qu'elle manipule, eh bien, il va y avoir immédiatement des conséquences négatives pour elle-même. Autrement dit, il va y avoir réussite ou échec. Réussite ou échec qui sont maintenant le critère de l'action gouvernementale et non plus légitimité ou illégitimité. Substitution donc de la réussite à l'échec. Nous touchons là alors à tout le problème de la philosophie utilitariste dont on aura à parler. Vous voyez là comment une philosophie utilitariste va pouvoir se brancher directement sur ces nouveaux problèmes de la gouvernementalité, enfin peu importe, la réussite ou l'échec. Enfin non, ça n'importe pas, mais ça n'importe pas pour l'instant. Nous y reviendrons après. La réussite ou l'échec vont donc se substituer au partage légitimité, mais il y a plus. Qu'est-ce qui va faire qu'un gouvernement va bousculer, en dépit même de ses objectifs, la naturalité propre aux objets qu'il manipule et aux opérations qu'il fait? Qu'est-ce qui va faire qu'il va ainsi violer cette nature, en dépit même de la réussite qu'il cherche? Violence, excès, abus, oui peut-être, mais au fond de ces excès, violence et abus, ce ne sera pas simplement, ce ne sera pas fondamentalement la méchanceté du prince qui va être en question. Ce qui est en question, ce qui explique tout ça, c'est que le gouvernement, au moment même où il viole ces lois de nature, eh bien tout simplement les méconnaît. Il les méconnaît parce qu'il en ignore l'existence, il en ignore le mécanisme, il en ignore les effets. Autrement dit, les gouvernements peuvent se tromper. Et le plus grand mal d'un gouvernement, ce qui fait qu'il est mauvais, ce n'est pas parce que le prince est mauvais, c'est parce qu'il est ignorant. Bref, entre simultanément dans l'art de gouverner et par le biais de l'économie politique, premièrement, la possibilité d'une auto-limitation, que l'action gouvernementale se limite elle-même en fonction de la nature de ce qu'elle fait et de ce sur quoi elle porte, possibilité de limitation et question de la vérité, ces deux choses-là sont introduites dans la raison gouvernementale par le biais de l'économie politique. Vous me direz que ce n'est pas la première fois, sans doute, que la question de la vérité et la question de l'auto-limitation de la pratique gouvernementale se pose. Après tout, qu'est-ce qu'on entendait par la sagesse du prince dans la tradition? La sagesse du prince, c'était quelque chose qui faisait dire au prince « Je connais trop bien les lois de Dieu, je connais trop bien la faiblesse humaine, je connais trop bien mes propres limites pour ne pas borner mon pouvoir et pour ne pas respecter le droit de mon sujet. » Et on voit bien que ce rapport entre principe de vérité et principe d'auto-limitation est tout à fait différent dans la sagesse du prince et dans ce qui est en train d'émerger maintenant, et qui est une pratique gouvernementale qui s'inquiète de savoir quelles vont être
dans les objets qu'elle traite et manipule les conséquences naturelles de ce qui est entrepris. Les prudents conseillers qui fixaient autrefois des limites de sagesse à la présomption du prince n'ont plus rien à voir avec ces experts économiques qui sont en train d'apparaître et qui, eux, ont pour tâche de dire en vérité à un gouvernement quels sont les mécanismes naturels de ce qui manipule. Avec l'économie politique, on entre donc dans un âge dont le principe pourrait être celui-ci: un gouvernement ne sait jamais assez qu'il risque de gouverner toujours trop. Ou encore, un gouvernement ne sait jamais trop bien comment gouverner juste assez. Le principe du maximum minimum dans l'art de gouverner se substitue à cette notion de l'équilibre équitable, de la justice équitable qui ordonnait autrefois la sagesse du prince. Eh bien, telle est, je crois, dans cette question de l'auto-limitation par le principe de la vérité, tel est le coin formidable que l'économie politique a introduit dans la présomption indéfinie de l'état de police. Moment évidemment capital, puisque c'est dit dans ses linéaments les plus importants, non pas bien sûr le règne du vrai dans la politique, mais un certain régime de vérité qui est précisément caractéristique de ce qu'on pourrait appeler l'âge de la politique et dont le dispositif de base est en somme le même encore aujourd'hui. Quand je dis régime de vérité, je ne veux pas dire que la politique, ou l'art de gouverner si vous voulez, accède enfin à cette époque-là à la rationalité. Je ne veux pas dire qu'on atteint à ce moment-là une sorte de seuil épistémologique à partir duquel l'art de gouverner pourrait devenir scientifique. Je veux dire que ce moment que j'essaie d'indiquer actuellement, que ce moment est marqué par l'articulation sur une série de pratiques d'un certain type de discours qui, d'une part, le constitue comme un ensemble lié par un lien intelligible et, d'autre part, légifère et peut légiférer sur ces pratiques en termes de vrai ou faux. Concrètement, ça veut dire ceci. Au fond, il existait au XVIe, XVIIe, avant d'ailleurs, il existait encore jusqu'au milieu du XVIII, première moitié du XVIIIe siècle, toute une série de pratiques qui étaient, si vous voulez, les levées fiscales, les tarifs douaniers, les règlements de fabrication, les réglementations sur les tarifs des grains, la protection et la codification des pratiques de marché, enfin tout ça, qui était quoi ? Et qui était réfléchi comme quoi ? Eh bien, c'était réfléchi comme l'exercice de droits souverains ou de droits féodaux, comme le maintien de coutumes, comme des procédés d'enrichissement efficaces pour le trésor, comme des techniques pour empêcher les révoltes urbaines ou le mécontentement de telle ou telle catégorie de sujets. Enfin, tout ça, c'était des pratiques bien sûr réfléchies, mais réfléchies à partir d'éléments et de principes de rationalisation différents. Entre ces différentes pratiques, allant, si vous voulez, du tarif douanier à la levée fiscale, à la réglementation de marché et de production, etc., entre ces différentes pratiques, on va, à partir du milieu du XVIIIe siècle, pouvoir établir une cohérence réfléchie, raisonnée, cohérence établie par des mécanismes intelligibles qui lient ces différentes pratiques et les effets de ces différentes pratiques les uns aux autres, et qui vont par conséquent permettre de juger toutes ces pratiques comme bonnes ou mauvaises, non pas en fonction d'une loi ou en fonction d'un principe moral, mais en fonction de propositions qui vont elles-mêmes être soumises au partage du vrai et du faux. C'est donc tout un jeu, tout un ensemble, un pan de l'activité gouvernementale qui va ainsi passer dans un nouveau régime de vérité, et ce régime de vérité a pour effet fondamental de déplacer toutes les questions que précédemment pouvait poser l'art de gouverner.
Ces questions, autrefois, c'était est-ce que je gouverne bien conformément aux lois morales, naturelles, divines, etc. C'était donc la question de la conformité gouvernementale. Puis, cela était au XVIe et au XVIIe siècle avec la raison d'État. Est-ce que je gouverne bien assez intensément, assez profondément, avec assez de détails pour porter l'État jusqu'au point fixé par son devoir-être, pour porter l'État à son maximum de force? Et maintenant, le problème va être, est-ce que je gouverne bien à la limite de ce trop et de ce trop peu, entre ce maximum et ce minimum que me fixe la nature des choses? La nature des choses, je veux dire les nécessités intrinsèques aux opérations du gouvernement. C'est là l'émergence de ce régime de vérité comme principe d'auto-limitation du gouvernement qui est, je crois, qui est en tout cas l'objet que je voudrais traiter cette année. C'était après tout le même problème que je m'étais posé à propos de la folie, à propos de la maladie, à propos de la délinquance, à propos de la sexualité. Il s'agit dans tous ces cas-là, non pas de montrer comment ces objets ont été longtemps cachés avant d'être enfin découverts. Il ne s'agit pas de montrer comment tous ces objets ne sont que de vilaines illusions ou des produits idéologiques à dissiper à la brume de la raison, enfin montée à son zénith. Il s'agit de montrer par quelle interférence toute une série de pratiques, à partir du moment où elles sont coordonnées à un régime de vérité, par quelles interférences cette série de pratiques a pu faire que ce qui n'existe pas, la folie, la maladie, la délinquance, la sexualité, etc., que ce qui n'existe pas devienne cependant quelque chose qui pourtant continue à ne pas exister. C'est-à-dire non pas une erreur. Quand je dis que ce qui n'existe pas devient quelque chose, ça ne veut pas dire qu'il s'agit de montrer comment une erreur a pu effectivement être bâtie, non pas comment une illusion a pu naître, mais je voudrais montrer comment c'est un certain régime de vérité, et donc par conséquent pas une erreur, qui a fait que quelque chose qui n'existe pas a pu devenir quelque chose. Ce n'est pas une illusion, puisque c'est précisément un ensemble de pratiques et de pratiques réelles qui l'a établi et le marque ainsi impérieusement dans le réel. L'enjeu de toutes ces entreprises, à propos de la folie, de la maladie, de la délinquance, de la sexualité, et de ce dont je vous parle maintenant, l'enjeu de toutes ces entreprises, c'est de montrer comment le couplage, série de pratiques, régime de vérité, forme un dispositif de savoir-pouvoir qui marque effectivement dans le réel ce qui n'existe pas et le soumet légitimement au partage du vrai et du faux. Ce qui n'existe pas comme réel, ce qui n'existe pas comme relevant d'un régime légitime de vrai et de faux. C'est ce moment qui, je crois, dans les choses qui m'occupent là actuellement, eh bien, c'est ce moment qui marque la naissance de cette bipolarité dissymétrique de la politique et de l'économie. La politique et l'économie qui ne sont ni des choses qui existent, ni des erreurs, ni des illusions, ni des idéologies. C'est quelque chose qui n'existe pas et qui pourtant est quelque chose inscrit dans le réel, relevant d'un régime de vérité qui partage le vrai et le faux. Eh bien, ce moment que je voudrais, dont j'ai essayé d'indiquer le principal composant, c'est donc ce moment qui se situe entre Walpole, dont je vous parlais, et un autre texte. Walpole disait « Quieta non movere » à ce qui reste tranquille, surtout ne pas toucher. Conseil de prudence sans doute, et on était encore dans l'ordre de la sagesse du prince, c'est-à-dire que du moment que les gens sont tranquilles, du moment qu'ils ne s'agitent pas, du moment qu'il n'y a ni mécontentement ni révolte, eh bien restons tranquilles, sagesse du prince.
Il disait ça, je crois, vers les années 1740. En 1851, un article anonyme paraît dans le journal économique. Il a été écrit en fait par le marquis d'Argenson, qui venait à ce moment-là de quitter les affaires en France, et le marquis d'Argenson rappelant ce que le commerçant Legendre disait à Colbert quand Colbert lui disait « que je puis faire pour vous ?» Legendre avait donc répondu « ce que vous pouvez faire pour nous, laissez-nous faire ». Eh bien, d'Argenson, dans ce texte sur lequel je reviendrai, d'Argenson dit « eh bien, maintenant, ce que je voudrais faire, c'est commenter ce principe « laissez-nous faire », car, montre-t-il, c'est bien cela, le principe essentiel que doit respecter, que doit suivre tout gouvernement en matière économique. Il a, à ce moment-là, posé clairement le principe de l'autolimitation de la raison gouvernementale. Autolimitation de la raison gouvernementale, mais qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que c'est que ce nouveau type de rationalité dans l'art de gouverner, ce nouveau type de calcul qui consiste à dire et à faire dire au gouvernement, à tout cela, j'accepte, je veux, je projette, je calcule qu'il ne faut pas toucher. Eh bien, je pense que c'est cela, en gros, que l'on appelle le libéralisme. Eh bien, j'avais pensé pouvoir vous faire cette année un cours sur la biopolitique. J'essaierai de vous montrer comment tous les problèmes que j'essaie de repérer là actuellement, comment tous ces problèmes ont pour noyau central, bien sûr, ce quelque chose que l'on appelle la population. Par conséquent, c'est bien à partir de là que quelque chose comme une biopolitique pourra se former. Mais il me semble que l'analyse de la biopolitique ne peut se faire que lorsque l'on a compris le régime général de cette raison gouvernementale dont je vous parle, ce régime général que l'on peut appeler la question de vérité, et premièrement de la vérité économique à l'intérieur de la raison gouvernementale, et par conséquent, si on comprend bien de quoi il s'agit dans ce régime qui est le libéralisme, lequel s'oppose, ou plutôt modifie fondamentalement, sans peut-être en remettre en question les fondements, s'oppose à la raison d'État. C'est une fois qu'on aura su ce que c'était que ce régime gouvernemental appelé libéralisme qu'on pourra, me semble-t-il, saisir ce qu'est la biopolitique. Alors pardonnez-moi, pendant un certain nombre de séances, donc je ne peux pas vous fixer le nombre à l'avance, je vous parlerai du libéralisme, et pour que tout ceci, pas pour que tous les enjeux de ceci vous apparaissent peut-être un peu plus clairement, car après tout, quel intérêt ça a de parler du libéralisme des physiocrates, d'Argenson, d'Adam Smith, de Bentham, des utilitaristes anglais, sinon parce que, bien sûr, ce problème du libéralisme se trouve effectivement pour nous posé actuellement, dans notre actualité immédiate et concrète. De quoi s'agit-il lorsque l'on parle de libéralisme, lorsqu'on nous applique à nous-mêmes actuellement une politique libérale? Et quel rapport est-ce que cela peut avoir avec ces questions de droit que l'on appelle les libertés? De quoi s'agit-il dans tout cela, dans ce débat d'aujourd'hui où, curieusement, les principes économiques d'Helmut Schmidt viennent faire un bizarre écho à telle ou telle voix qui nous vient des dissidents de l'Est, tout ce problème de la liberté, des libertés, du libéralisme, c'est un problème qui nous est contemporain. Alors, si vous voulez, après avoir un peu situé le point d'origine historique de tout cela, en faisant apparaître ce qu'est selon moi la nouvelle raison gouvernementale à partir du XVIIIe siècle, alors je ferai un bond en avant et je vous parlerai du libéralisme allemand contemporain, puisque, aussi paradoxal que ce soit, la liberté dans cette seconde moitié du XXe siècle, la liberté, enfin disons plus exactement, le libéralisme est un mot qui nous vient d'Allemagne.